Bonjour, je suis Gilles Van Cotte, directeur délégué du groupe Le Monde. Je vous souhaite la bienvenue dans nos locaux, dans l'auditorium du boulevard Blanqui, pour cette matinée, pour cette conférence consacrée à l'entreprise, le handicap, l'insertion. Alors l'actualité nous joue des tours parfois étranges avec la disparition qu'on a appris cette nuit de Stéphane Hawking, quand même un exemple, s'il en est un, de l'insertion des handicapés, de tout ce qu'une personne qui a connu ce qu'il a connu, qui a éprouvé dans son corps les épreuves qu'il a endurées, peut apporter à la science, à l'humanité. Alors il y a cet exemple un peu tragique et on va placer cette matinée dans le souvenir, sous le signe du souvenir de Stéphane Hawking. Et puis il y a des exemples plus joyeux, on va dire, avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Corée du Sud, les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques de Pyeongchang, avec ces jeunes sportifs et sportives, champions des sports d'hiver qui, avec leur handicap, nous donnent chaque jour une leçon de courage, une leçon d'abnégation, de ténacité et de talent. Et on critique beaucoup le mouvement olympique pour la corruption, pour des pratiques un peu archaïques, mais en même temps, on voit que la parité, l'insertion des handicapés fait son chemin à travers ce type d'exemple. Et dans le supplément qui est paru dans Le Monde hier, il y a une phrase que j'ai notée dans l'interview remarquable d'Éric Molinier, le secrétaire général de l'Alkia, qui nous disait « Les compétitions handisport, le Téléthon également, changent le regard ». Et effectivement, ce changement de regard, il est probablement trop lent, puisque ça fait très longtemps qu'on parle de ce sujet de l'insertion du handicap dans l'entreprise, mais il progresse doucement. Nous-mêmes, au Monde, on n'est pas forcément exemplaire en la matière. On a encore beaucoup de chemin à faire. On va déménager dans 2 ans, dans un an et demi, en 2019, dans un nouvel immeuble le long de la gare d'Austerlitz, qui sera beaucoup plus adapté à l'accueil des personnes à mobilité réduite que celui-ci, déjà parce que les règlements nous l'imposent. Évidemment, ils sont aujourd'hui beaucoup plus précis que ceux qui ont prévalu à la construction de l'immeuble dans lequel on se trouve aujourd'hui. Et puis, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, effectivement, s'impose dès la conception d'un bâtiment comme celui dans lequel on va emménager, de réfléchir à l'accès aux personnes handicapées, quels que soient les handicaps qu'ils ont. Par ailleurs, on a aussi, en tant qu'entreprise, l'obligation de réfléchir à l'insertion des handicapés dans notre entreprise. On est, encore une fois, comme je vous le dis, pas exemplaire. On a travaillé beaucoup ces dernières années sur les questions de parité, sur les questions de diversité au sein de nos rédactions. Et sur le handicap, il y a toute une réflexion qui reste à mener, surtout des actions qui restent à mener. Alors, il se trouve que, par chance, entre guillemets, nous avons dans le groupe au service des relations humaines un ancien de la GFIP qui est dans cette salle, Erwan Le Cornec, que je salue, qui porte cette question. Il m'en a parlé déjà il y a 1 an, peu après son arrivée dans le groupe. Et la question du handicap, effectivement, elle est aujourd'hui, pour nous, une des questions sur lesquelles on doit travailler dans les années qui viennent, et on le fera. Quand on lit le supplément 4 pages qui a été publié hier, qui a été rédigé en grande partie par Annie Kahn, qui va animer cette matinée, on se dit, on en est encore là, quoi. Ça fait quand même des années, voire des décennies, qu'on entend parler par les autorités, par les associations, de la nécessité d'avoir une meilleure insertion des handicapés dans la société et dans les entreprises. Et finalement, on s'aperçoit qu'on est encore très loin du compte, malgré toutes les annonces qui ont été faites, malgré toutes les bonnes volontés qui se sont mises en marche. Quand on voit que le taux de chômage chez les handicapés double quasiment de celui du reste de la population, on voit que le chemin est encore long et qu'il va falloir effectivement se retrousser les manches dans les années qui viennent pour prendre cette question à bras-le-corps. Aujourd'hui, donc, c'est pour ça aussi que nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir et d'accueillir la GFIP et de débattre pendant cette matinée de cette question qui a besoin d'être mise en lumière, qu'on met peut-être nous-mêmes insuffisamment en lumière, mais au moins ce supplément de 4 pages qui est paru hier, donc le fait de façon, je crois, très claire, en posant vraiment les termes du sujet. Donc je voulais remercier Annie Kahn, qui a été la cheville ouvrière de cette matinée, avec Marlène Godet du service communication. Et vous dire qu'on est vraiment très heureux d'accueillir la GFIP et sa présidente, Anne Balthazar, à qui je cède la parole.
Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup au Monde de nous accueillir. Merci beaucoup aux équipes du Monde d'avoir œuvré pour la réussite de cette conférence et de ce sujet-là. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur, pour vos paroles et pour cette mise en perspective et pour la mémoire de Stephen Hawking, aussi qui a apporté, vous l'avez dit, à l'humanité. Je suis très heureuse et l'AGFIP est très fière de vous réunir aujourd'hui pour marquer le démarrage, le lancement de sa campagne de sensibilisation « J'ai le bon profil ». Vous découvrirez dans la presse prochainement cette campagne de sensibilisation. Oui, nous devons continuer à changer le regard, contribuer à changer le regard sur les personnes handicapées pour une meilleure inclusion de ces personnes dans le monde du travail. Nous allons donner à voir dans cette campagne des vraies personnes, une personne bénéficiaire du dispositif Andy Hugo en région PACA, un élu local qui soutient concrètement la participation des personnes handicapées à la vie sociale, culturelle, économique sur son territoire, et une directrice de la diversité d'une grande banque. Nous apportons avec ça la démonstration que l'ouverture de l'entreprise et plus largement du travail à tous, quelle que soit leur spécificité, est source de richesse et de performance pour l'ensemble du collectif. En complément, en accompagnement de cette campagne de communication, l'AGFIP publie, vous l'avez vu, un recueil de 10 contributions pour une meilleure inclusion professionnelle des personnes handicapées. Avec ce recueil, l'AGFIP donne la parole à 10 personnalités qui n'ont d'ailleurs pas forcément l'habitude de s'exprimer sur le handicap au travail. Vous verrez que leurs témoignages, leur expérience, leur approche qu'elles nous livrent ici apportent des éclairages nouveaux et très inspirants sur la question, pour nous qui abordons ce sujet au quotidien. Je profite donc de l'occasion qui m'est donnée ici pour les remercier très chaleureusement pour le temps accordé et pour l'engagement dont elles ont fait preuve en participant à notre démarche. Ce recueil est le point de départ d'une quinzaine de rencontres à Paris aujourd'hui et aussi en région. Nous allons, avec nos 14 délégations régionales, proposer aux acteurs locaux d'explorer cette question, de construire avec nous une société un peu meilleure où chacun aura la possibilité de développer un projet, de s'épanouir professionnellement et aussi de conserver son emploi. L'AGFIP œuvre depuis 30 ans pour l'insertion des personnes handicapées dans l'emploi. Nous avons accompagné des progrès importants, beaucoup reste à faire. Nous avons aussi, avec nos actions sur le terrain et aussi nos actions de communication, contribuer à faire évoluer les représentations. Il reste du travail. Je souhaite que cette nouvelle opération que nous lançons aujourd'hui avec vous soit à la fois le prolongement de ces actions et aussi le début de nouveaux progrès. Je vous remercie. Et nous cédons tout de suite la parole à Annie Kahn, qui va donc vous présenter les intervenants de la table ronde, que nous remercions d'être venus ici. Merci Annie. Merci Gilles. Merci Madame la Présidente. Je vais donc effectivement sans plus tarder demander aux 3 panélistes, malheureusement, parce que nous devions avoir 4 panélistes aujourd'hui, mais Étienne Klein nous a prévenu qu'il ne pourrait pas être présent parmi nous pour des problèmes de transport. Il était en fait à l'autre bout de la France et il a loupé son avion. Voilà, donc on va essayer de faire sans lui. Il devrait normalement nous faire parvenir une petite vidéo dans la matinée qui transmettra un peu l'essentiel de son message. Mais donc, dès à présent, je vais demander à Dézanne Gembok, à Bachir Keroumi et à Madame Nathalie Bois de la Tour de monter sur scène. Donc, Dézanne Gembok, vous le mettez ici. Et voilà. Donc, comme vous le voyez, on a décidé de... attendez, je vais vous demander de vous décaler un tout petit peu, si c'est possible. Voilà, vous vous mettez là-bas. Voilà, très bien. Un panel assez divers parce que, comme il a été dit par chacun, il y a une réelle volonté de permettre aux personnes en situation de handicap de mieux être inclus dans le monde du travail, mais les progrès sont lents. Et donc, d'où cette idée de confronter des regards différents de personnes
disons, extérieures au monde du handicap, comme Madame Bois de la Tour, et donc qui a contribué au recueil dont Anne Balthazar a parlé, et des personnes en situation de handicap pour essayer d'identifier les freins et surtout essayer de réfléchir à quelles pourraient être les bonnes pratiques pour faire évoluer la situation. Donc je vais commencer par m'adresser à Dézanne Gembok pour vous demander si dans votre vie, d'abord donc vous avez créé votre propre entreprise qui est une entreprise de communication après avoir travaillé dans différentes entreprises. Si j'ai bien compris quand même, vous allez nous le raconter, mais vous avez créé votre entreprise un peu en raison de difficultés que vous avez pu rencontrer en tant que salarié dans d'autres entreprises. Est-ce que vous pouvez un peu nous retracer votre parcours, aussi bien en tant qu'étudiante, parce qu'on se rend compte que aussi l'inclusion des personnes handicapées au sein pendant leurs études est très importante, donc aussi bien pendant vos études qu'ensuite pendant le début de votre vie professionnelle. Est-ce que vous avez été freiné dans votre parcours? Quels ont été les obstacles que vous avez pu rencontrer? Merci à tous. Bonjour. Merci à la JEFIP pour cette initiative qui nous aide à avancer sur cette problématique qui m'est très chère. Je suis la fondatrice de l'agence EH Lab qui est dédiée aux questions du handicap pour faire évoluer les perceptions. Donc pour revenir sur mon parcours, je suis arrivée en France pour des problèmes de santé, donc j'ai pris très tardivement conscience que le handicap était un problème dans la société. Donc quand j'ai repris mes études, la première difficulté à laquelle j'ai fait face, c'était l'accès au bâtiment, puisque j'étais en fauteuil roulant à l'époque. Et la faculté où j'étais affectée n'avait pas d'ascenseur. Donc c'était la première difficulté. Et je pense que c'était la seule difficulté, puisqu'après, on m'a affectée dans un autre complexe où il y avait un ascenseur. Et je n'ai réellement pas eu d'autres difficultés dans l'accès à ce parcours académique. Et les autres étudiants, quel était un peu le regard que portaient sur vous? Je peux dire qu'à l'époque, je ne faisais pas tellement attention au regard des autres. Donc, j'évoluais juste dans ma propre bulle et je n'avais pas de difficultés particulières. Il y avait quand même un cadre avec des accompagnateurs qui pouvaient aménager le temps. Je n'avais pas besoin de tous ces aménagements-là. Donc, je suis partie aux États-Unis ensuite faire un master en e-business. Là aussi, je n'ai pas eu de difficultés particulières. C'est quand je suis revenue en France pour chercher du travail que je mettais sur mon CV la mention de travailleur handicapé, que j'ai réellement pris conscience que juste le fait d'avoir cette mention pouvait changer considérablement les choses. Parce que j'ai cherché du travail pendant près de 6 mois sans avoir aucun retour, mais du jour au lendemain, quand j'ai enlevé cette mention de travailleur handicapé, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Voilà. Je peux dire que pour moi, réellement, la question telle qu'elle est posée dans cette société, c'est ça qui fait problème. Parce que la personne handicapée n'est pas pensée comme une personne dans la société, elle est pensée comme une personne à part. Et donc, tous les efforts qu'on va devoir faire, c'est des efforts qui vont être plus ou moins importants, plus ou moins porter des fruits. Et c'est là où il faut réellement questionner la manière dont on voit le handicap. Parce que moi, en tant que personne handicapée, je n'ai pas d'effort particulier à faire pour trouver ma place. Je pense qu'il faut outiller les personnes handicapées très tôt. Dans le cercle familial, ça commence là, pour que la différence ne soit pas perçue comme une faiblesse. C'est une différence, il faut en avoir conscience, et quand on a conscience de cette différence-là, on peut trouver les moyens de pallier. Mon rythme, il s'est fait tout seul. Petit à petit, j'apprends à me relever quand je tombe. Et ça, je ne vais pas essayer de faire comme les autres. Donc voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots ce que fait votre entreprise de communication? Alors, EH Lab, c'est une agence de conseil en communication qui est on va dire, hybride. Parce que c'est une agence d'abord qui s'est montée avec la volonté de faire évoluer la société réellement sur la question du handicap. L'agence est porteur de projets, parce que ce n'est pas des commandes de clients. L'agence va réfléchir à la manière d'aider à faire évoluer la question du handicap à travers la campagne esthétique et handicap d'abord, parce que toutes ces questions-là, c'est des questions de l'image aussi. Comment on perçoit la personne, comment on la voit, comment on la pense et comment on la représente, c'est ça qui est essentiel. Il y a eu la campagne Piétinons les préjugés pour faire balayer tous les préjugés, parce que le plus grand handicap, c'est d'abord la peur du handicap. Et puis la peur du handicap vient du fait qu'on n'est pas habitué
à être avec les personnes handicapées. Parce que quand on vit au quotidien ou qu'on est plus ou moins confronté à ces questions-là, on voit les choses différemment. Donc aujourd'hui, on va parler tout à l'heure d'une nouvelle campagne qui est en cours de lancement, qui est sur la question de l'évolution des carrières des personnes handicapées. Merci. Je crois que, justement, pour bien montrer ce que vous faites, la meilleure chose, on a pensé que la meilleure chose, c'était de projeter des clips vidéo que vous avez réalisés sur le sujet. Donc, nous allons le projeter immédiatement. Si on gêne sur l'écran... Si vous pouvez lancer la vidéo, s'il vous plaît. C'est bon, peut tourner? Bonjour, je suis Carole, responsable communication de l'agence Is Happy. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mon équipe à travers mon direct live. Suivez-moi. Alors là, Roberto. Roberto est arrivé dans l'agence il y a 4 ans en tant que stagiaire. Et aujourd'hui, Roberto est graphiste. Il fait du super boulot. Merci Roberto. The Pépite. Claire. Ça va ma belle? Claire est arrivée dans l'agence il y a 5 ans en tant qu'assistante. Et aujourd'hui, elle manage 5 personnes. Belle évolution, non? Ah Samuel! Sam et moi, on est arrivés dans l'agence en même temps. Donc Sam, toi tu as commencé en tant qu'assistant manager et aujourd'hui tu es... Toujours assistant manager. Ça fait 8 ans. L'évolution professionnelle accessible à tous. Parlons-en. Voilà, parlons-en. Et on a pensé donc que cette vidéo posait très clairement le problème. Et donc, Bachir Keroumi, vous aussi, donc, vous avez fait d'abord des études au CNAM, je crois, et puis ensuite, donc, actuellement, vous êtes chargé de mission à la mairie de Paris, chargé de mission résilience urbaine, voilà, à la mairie de Paris. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment, depuis le début, donc quand on a préparé ce débat, vous m'avez dit que certains professeurs n'étaient pas très très contents de vous voir arriver et que vous avez réussi, grâce à un certain nombre de stratagèmes, à vous faire accepter auprès d'eux. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça? Oui, avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Et merci à la GFIP et au journal Le Monde d'avoir organisé cette journée. Juste en 2 mots, avant de répondre à votre question, en fait, moi j'ai 3 boulots. Je suis chargé de mission à la mairie de Paris sur les résiliences urbaines. En fait, c'est la gestion des risques et des crises. Et puis, je suis chercheur associé au Conservatoire national des arts et métiers. Et mon domaine de recherche depuis à peu près 30 ans, c'est l'emploi des personnes handicapées, mais sous l'angle du management. Et mon 3e boulot, vous n'allez pas le croire, parce qu'en général, quand je le dis, les gens ils me regardent de travers, c'est je suis professeur de judo, ceinture noire 4e dan. Je pratique le judo dans le Racing Club de France, c'est-à-dire le club qui a formé Teddy Riner. Et j'ai fait 12 ans de compétition avec des personnes voyantes. Donc, ça étonne. Donc, pour répondre à Annie, en fait, quand j'étais étudiant au CNAM, j'avais 18-19 ans. Donc, moi, j'ai perdu la vue à l'âge de 18 ans. Les professeurs, le professeur de mathématiques, mais d'autres professeurs, ne voulaient pas adapter du tout leur pédagogie. Vous savez, on arrive dans la classe et le professeur vous dit ceci, cela, en indiquant le tableau. Et quand je demandais qu'il adapte un peu sa pédagogie pour savoir ce qu'il a écrit au tableau, quand je demandais des polycompiers à l'avance pour pouvoir les enregistrer sur cassette, etc., il y avait un refus automatique. Donc j'ai dû utiliser des stratagèmes. Quand on a un handicap, vous avez 2 solutions. Soit vous mettez en colère et on vous met à la porte, soit vous rusez pour faire changer la vie de l'interlocuteur et le rendre positif. Parce que le problème, il est là, c'est qu'au départ, il a une hostilité, il est négatif. Donc c'est comment le rendre positif. Aller tirer plutôt le bien de lui. Donc moi, j'ai utilisé un stratagème machiavélique. J'arrivais avant
tout le monde. Je me mettais à la première table devant son bureau et je le regardais pendant 2 heures. Et le type, il a craqué au bout de 2 jours. Donc, voilà, parce que j'avais pas d'autre solution. C'est-à-dire que justement, quand on perd la vue, j'ai pas mal de copains non-voyants, ils sont un peu comme ça. C'est-à-dire qu'on a une vision lointaine et globale, et en même temps, on n'est pas trop pris dans l'émotion. Du coup, on arrive à agir beaucoup plus froidement, et on cherche d'abord notre intérêt, parce qu'on sait bien que notre faiblesse ne nous permet pas d'avoir une certaine liberté d'action. Donc, on doit être humble et être efficace. Et c'est pour ça que j'ai développé cette mentalité en tant que non-voyant. Alors, vous avez dit également, j'ai trouvé que c'est intéressant, que donc vous êtes ceinture noire de karaté, de judo, mince, décidément. Mais vous combattez contre des valides. Et je crois que d'une façon générale, vous êtes assez opposé à ce que vous appelez un peu des ghettos de handicapés. Vous pensez qu'il vaut beaucoup mieux, dans la mesure du possible, participer à la vie active, professionnelle et de loisirs avec des personnes valides. Est-ce que c'est possible tout le temps et pourquoi cela? Alors, je vais vous faire une petite démonstration en quelques mots. Je ne vais pas être trop long. Vous n'allez pas nous faire une démonstration de judo? Non, démonstration. Regarde, quand on dit judo, pour un non-voyant, ça paraît impossible. Le judo, c'est un sport de sensation. C'est-à-dire, vous prenez Teddy Riner, quand il fait du judo, il ne regarde pas, il n'utilise pas ses yeux. S'il utilise ses yeux, il est foutu. Parce que les yeux font perdre du temps. Donc, il doit développer des sensations, c'est-à-dire la technique à partir de la sensation des mains et du corps. Et il sent votre déplacement en face de lui avec ses mains et son corps, pas avec ses yeux. Donc, à partir de là, moi, quand je suis devenu ceinture noire, on m'a proposé de faire les Jeux paralympiques de Séoul. J'ai refusé. Pourquoi? Parce que j'ai dit, si je vais faire ces compétitions, le niveau est faible et ça va me ramener vers le bas. Pourquoi? Parce qu'on adapte le judo, on fait un handi-judo. C'est-à-dire que certaines techniques pseudo-visuelles, on dit, bah non, tu vois pas, tu peux pas faire ça. Or, il n'y a pas de technique visuelle en judo. Donc, les soi-disant spécialistes, ils se trompent. Donc, moi, je pense qu'il faut mettre les personnes handicapées en milieu ordinaire. Et c'est là où ils vont puiser dans leurs ressources pour augmenter leur niveau. Et peu importe la progression, mais au moins ils vont dans un sens positif et pas les limiter. Merci. Nathalie Bois de la Tour, donc vous qui évoluez au sein du football, hein, puisque vous êtes présidente de la Ligue de football professionnel, est-ce que donc vous intégrez des joueurs handicapés dans les équipes? Est-ce que c'est possible de ne pas cantonner, comme le suggère Bachir Kéroumi, des joueurs handicapés dans des équipes spécialisées? Quel est votre regard? Qu'est-ce que vous faites pour améliorer l'inclusion des handicapés au sein du football français? Alors, déjà, bonjour à tous et à toutes. Ce que je voulais déjà vous dire, c'est que le football, on a tendance à dire souvent que c'est le reflet de la société. Et c'est vrai. Le football, c'est 8 millions de personnes passionnées par le football, donc qui jouent au football. C'est beaucoup plus de personnes qui sont intéressées, et c'est 2 millions de licenciés, dont 1 million de jeunes. Donc on a aussi souvent coutume de dire que le football, c'est le 3e lieu éducatif en France, après bien sûr la maison et l'école. Donc de ce fait-là, pour moi, le football a une responsabilité sociale extrêmement importante. Et le football se doit de porter, de nourrir, de combattre un certain nombre de préjugés qu'on peut retrouver dans notre société, en essayant à sa mesure, hein, bien sûr, parce qu'elle jamais ne se substituera à l'école, mais à sa mesure de pouvoir contribuer à la création d'une société beaucoup plus inclusive. Alors, dans les clubs de foot amateurs, là il faut bien distinguer le foot amateur et le foot professionnel. Quand on parle de foot professionnel, on est sur quelque chose de très particulier où la performance est la norme
et où aujourd'hui, malheureusement, il y a des équipes de foot, par exemple du Cécifoot ou du Handifoot ou du foot fauteuil, etc., mais qui ne sont pas mélangées avec des joueurs qui n'ont pas de handicap. Alors c'est dommage ou pas, mais en tout cas c'est la réalité. C'est peut-être un sport qui permet moins facilement que d'autres ce qui est plus compliqué, en tout cas au niveau professionnel. Au niveau amateur, plus de 15% des clubs de foot amateurs, il y en a 15 000 en France, accueillent des jeunes en situation de handicap. Et en général, là où je suis d'accord avec vous, je pense qu'il faut absolument inclure ces jeunes dans des équipes avec des enfants qui ne présentent pas de handicap pour faire évoluer le regard de la société. Et ce qu'on voit, c'est que ça se passe en général très bien, qu'il y a une acceptation naturelle de la part des jeunes, de personnes en situation de handicap, et qu'il y a un apport de part et d'autre extrêmement important. Les capacités d'adaptation dont vous faites preuve sont juste hallucinantes. Donc c'est vraiment de faire changer le regard de la société pour que ce qui peut être considéré comme une faiblesse, on en fasse une force. Ça, j'en suis intimement convaincue. Ok, et donc vous avez l'intention de multiplier ce genre de pratiques, c'est-à-dire d'inciter peut-être les équipes de football amateur à être plus inclusives. Est-ce que vous pensez peut-être mener des actions dans ce sens ou... Alors c'est déjà fait, ça se fait vraiment de façon très naturelle dans les clubs de foot. Quand vous discutez avec un président de club de foot amateur, franchement, pas un ne vous raconte pas une histoire du genre, voilà, j'ai accueilli un jeune enfant qui était autiste ou malvoyant, malentendant, ou qui avait des problèmes physiques, et il les a intégrés naturellement. Pourquoi ? Parce que ça s'est fait, soit le grand frère ou la grande sœur jouait dans l'équipe, il voulait rendre service aux parents, et il considère de plus en plus que c'est une richesse et que c'est un apport formidable pour l'équipe. Le foot, c'est un sport d'équipe, et dans un sport d'équipe, on apprend beaucoup de choses. On apprend le courage, on apprend le droit à l'erreur, on apprend la tolérance, on apprend le respect de l'autre. Et effectivement, donc c'est une formidable école de vie. Et aujourd'hui, donc ça se fait plutôt naturellement. Okay. En tout cas, je suis très positive sur l'évolution dans le monde du foot de l'accueil de personnes en situation de handicap. Merci. Alors, Bachar Keroumi, justement, vous dites aussi, vous, que la présence de personnes handicapées alors, c'est peut-être pas des équipes quand on parle du monde professionnel, mais des collègues, et quoi qu'encore on puisse parler d'équipes, ça peut améliorer les choses, et en particulier, donc parce que tout à l'heure, vous disiez, quand on pratique le judo, être malvoyant, ça ne gêne pas du tout, parce qu'au contraire, le regard n'apporte rien et peut même être gênant. Et vous disiez finalement, en réunion professionnelle, ça peut aussi être un avantage parce qu'on capte les choses de façon plus globale. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer, peut-être donner des exemples là-dessus ? Alors, déjà, donc pour développer cette idée, c'est que si on prend le cas des pays les plus avancés, les pays qui ont des chaires dans les universités de Disability Studies. Sachez que les Disability Studies sont totalement inspirés des Women Studies, c'est-à-dire on reconnaît la personne avec sa particularité comme une personne à part entière, et cette particularité, elle n'est pas ni honteuse, ni mise à l'écart. C'est-à-dire que moi, si je prends le cas de personne handicapée, je reconnais que mon handicap m'a permis de développer des qualités spécifiques. Par exemple, pour répondre précisément, c'est le fait d'être non-voyant, j'ai une concentration supérieure à la moyenne. Le fait d'être non-voyant, quand je dois traiter un dossier avec des collègues, j'ai une vision globale du dossier. C'est-à-dire que je ne m'arrête pas à l'élément, mais je vois les interactions, les causes, les effets, les acteurs, etc. Et très souvent, quand il y a un dossier compliqué, on m'appelle parce que j'ai cette vision globale. Mais pour une personne à mobilité réduite, pour une personne sourde, il y a d'autres qualités qui se développent. Et si on reconnaît
le handicap comme une différence enrichissante qui provoque en fait d'autres qualités, parce que d'un côté, au départ, c'est un empêchement de quelque chose, mais il fait réagir l'être humain à développer d'autres ressources qui sont inépuisables. Et si on reconnaît ça, à partir de là, le problème ne s'opposera plus pour l'inclusion professionnelle. On ne parlera peut-être même pas de handicap. Donc c'est dans ce sens-là que je dis qu'il faut reconnaître les personnes handicapées comme personnes à part entière et que le handicap, ça peut être une source de richesse dans le travail. Et en particulier, vous disiez que ça pouvait enrichir, même améliorer le management des entreprises. Est-ce que vous pouvez aussi élaborer là-dessus? Alors, si vous prenez par exemple, moi j'ai fait une thèse en 2001 sur le management et le handicap. Mais j'ai pris comme les personnes handicapées comme révélateurs du management global. C'est-à-dire, j'ai enquêté sur une trentaine d'entreprises, des grandes et des petites, en regardant comment les managers traitent les personnes handicapées, les salariés handicapés à l'intérieur, dans la perspective du traitement global. C'est-à-dire que si les personnes handicapées étaient bien traitées, en général, tout le monde était bien traité. Si les personnes handicapées étaient plutôt isolées, en général, le management était médiocre, voire mauvais pour tout le monde. Et c'est un révélateur systématique. Donc c'est dans ce sens-là que je dis que quand on... Vous savez, il y a un proverbe ou une expression française qui dit qui peut le plus, peut le moins. Donc c'est quand vous améliorez pour le management pour les personnes handicapées dans l'entreprise, c'est que vous avez développé un management sophistiqué et qui va bénéficier à tout le monde. C'est la même chose si, par exemple, vous formez un professeur de mathématiques pour adapter sa pédagogie à des non-voyants ou des sourds. Sa pédagogie va être plus riche et va profiter à tous les autres élèves, etc., etc. Alors, dans le monde du football, Nathalie Moulato, est-ce que vous avez pu observer ça, peut-être que c'est-à-dire dans ces fameuses équipes équipes amateurs qui incluent des joueurs en situation de handicap, est-ce que les animateurs, enfin les entraîneurs, ont pu vous faire part comme ça de modifications de leurs propres pratiques pour mieux inclure les joueurs handicapés au sein de l'équipe? Non, ça, au niveau du foot pro, pas vraiment. Oui, même du foot amateur, parce que vous disiez tout à l'heure que c'était surtout au niveau du sur le foot amateur, oui, c'est ce que je vous disais, c'est un sport d'équipe. Donc on fait avec les forces et les faiblesses des uns et des autres, avec des différences. La différence enrichit, la différence est une force. Il faut changer le regard des jeunes sur le handicap, effectivement, de ne pas le considérer comme un handicap, c'est juste un trait caractéristique différent. Je pense qu'on est tous porteurs de notre propre handicap. Donc certains par de la timidité, d'autres par plein de choses. Donc on a tous notre propre handicap, on se crée nous-mêmes des freins. Donc derrière, voilà, vous voyez, je pense qu'il faut être extrêmement ouvert, prendre les hommes et les femmes dans leur globalité, en regardant ce qu'on peut en tirer de meilleur. Je suis contre, en tout cas, une société identique, et je pense que de plus en plus, la société est en train d'évoluer, la société est en train de prendre conscience de l'individualité des uns et des autres, et c'est une très bonne chose, et il faut surtout essayer de faire en sorte d'éduquer nos enfants de cette façon-là, à ce que ça ne soit pas un sujet. Effectivement, demain, on ne doit pas parler de personnes en situation de handicap, mais on doit intégrer tout le monde de la même façon. C'est ce qu'on essaie de faire surtout à la Ligue, parce que vous parliez tout à l'heure du management et de la vision globale que ça peut apporter. Moi, j'en suis absolument convaincue. Avec un handicap, on développe d'autres choses. Je pense aussi de plus en plus qu'on va vers une société et un management peut-être davantage humain, où on n'a plus envie d'être considéré comme un pion. Et la jeune génération encore plus, est à la recherche de sens. Donc cette recherche de sens, elle va passer avant tout aussi dans la capacité d'un bon manager de bien gérer son équipe et de les motiver. C'est quoi manager ? Manager des personnes, c'est définir une vision, une ligne directrice et les emmener avec nous. Donc les emmener avec ce qu'ils sont. Donc voilà, et ça c'est extrêmement important. Donc pour moi, au niveau d'un club de foot, en tout cas amateur,
les choses doivent se faire de cette façon-là. Et je vais vous raconter une anecdote. J'ai 2 garçons donc, qui ont joué au foot, notamment le dernier qui a 10 ans. Et dans ses équipes, il a commencé à jouer dès l'âge de 6-7 ans. Il y avait un petit garçon qui était atteint d'autisme. Ça n'a jamais été un problème. Et quand je lui posais des questions en lui disant « Mais là, ton copain, ça ne vous gêne pas qu'il ait tiré finalement qu'il ait marqué un but contre son camp ?» Ben non, il est comme ça. Voilà. Et je pense que c'est à partir d'exemples de ce type-là qu'on apprendra à faire avec, je vous dis, les différences des uns et des autres. Et ce gamin, il apportait d'autres choses. Oui, c'est sûr que quand l'inclusion se fait depuis le très jeune âge, ça doit énormément modifier les comportements. Et donc, vous, Deza, qui êtes PDG de votre entreprise, est-ce que vous avez aussi l'impression que le handicap peut modifier les modes de management, et en particulier vis-à-vis de vos clients? Est-ce que ça change quelque chose dans le rapport avec les clients? Est-ce que ça améliore? Ça apporte des points forts? Oui, le handicap est posé en France, ce que j'ai remarqué. Soit c'est de l'ordre du super-héros, soit c'est de l'ordre de la victime. Il n'y a pas beaucoup de juste milieu. Et le travail que j'essaie de faire, c'est justement de permettre à la personne handicapée d'être elle-même avant tout. Donc, quand on accompagne la personne handicapée dans la formation, il faut qu'elle puisse avoir conscience de la possibilité, des possibilités qui lui sont offertes, et qu'elle puisse en profiter pour apporter cette richesse où qu'elle soit. Les entreprises aujourd'hui sont ouvertes pour aller chercher des talents. Et ces talents-là, ce n'est pas juste l'expression du handicap. C'est le talent, c'est la valeur ajoutée que la personne apporte à l'entreprise. Voilà. Tout à fait. Et donc chacun, là, vous êtes bien d'accord pour dire que il faut se concentrer sur les forces de chacun. Et bon, les faiblesses, elles sont là. Et donc, elles sont très, très largement compensées par des talents spécifiques. Donc là, on est bien d'accord. Néanmoins, on voit bien quand même que des freins subsistent, puisque globalement, dans les entreprises, on est très loin du 6% d'inclusion de travailleurs handicapés dans l'entreprise. Je crois que les derniers chiffres, c'est 3,5%, c'est-à-dire qu'en fait, en moyenne, dans les entreprises françaises, on compte 3,5% de travailleurs en situation de handicap parmi les effectifs. Donc, il y a la bonne volonté, il y a le souhait, mais après, il y a les moyens pour y parvenir. Et donc, je voudrais vous demander à chacun, alors déjà, vous pouvez peut-être continuer d'élaborer là-dessus, à votre avis, si on devait faire un effort particulier, si on devait s'attaquer à un obstacle ou à 2 obstacles, quelles sont pour vous les premières actions à mener pour essayer peut-être pas de débloquer, parce qu'on ne peut pas dire que la situation est bloquée, mais en tout cas d'ouvrir plus largement l'entreprise aux travailleurs en situation de handicap? Je pense que la question de la représentativité est essentielle dans le travail qu'on fait. Quand les enfants grandissent, ils se projettent à travers des modèles. Aujourd'hui, si on voit les personnes handicapées de plus en plus à certains stades de la société, à tous les stades d'ailleurs, ça permettra à toutes les personnes de se dire que c'est possible. Donc il faut qu'on ait des personnes qui sont non seulement des salariés, qui sont des managers, qui sont des hauts cadres, qui sont des chefs d'entreprise, pour pouvoir faire évoluer les choses dans ce sens-là. Donc il faut que le message, et ça parte d'en haut, quoi. C'est ça. Absolument. Il faut qu'on arrête aussi, à un moment donné, toujours de parler à la place de la personne handicapée. Il faut lui donner la parole. Il faut qu'elle prenne toute la place, parce que les choses ne vont pas se faire pour elle. Il faut qu'elles soient faites par elle aussi. Est-ce que vous avez l'impression que les personnes handicapées n'ont pas suffisamment la parole? Absolument, absolument. Moi, je vois que les personnes ne sont pas très représentées, que ce soit au niveau politique, que ce soit... Il n'y a pas beaucoup de chefs d'entreprise en situation de handicap, je pense. Il n'y a pas beaucoup de managers en situation de handicap. Il faut que ces personnes-là se mettent vraiment à l'œuvre pour pouvoir montrer que c'est possible. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez fait une partie de vos études aux États-Unis, c'est bien ça? Oui. Est-ce que vous avez eu le sentiment là-bas que c'était plus facile ou pas? La question ne se pose pas de la même manière aux États-Unis. La société s'est construite autrement qu'en France. Ici, on est dans un cadre qui est quand même assez rigide, on va dire. On a une norme qui est assez forte, qui exclut quelque part. Quand on n'est pas conforme à cette norme-là, déjà les personnes en situation de handicap, elles ont tendance à s'exclure elles-mêmes aussi. Donc il faut faire un travail dans le sens de donner le pouvoir à la personne, de faire en sorte que la norme soit flexible, qu'elle fasse rentrer la différence
il n'y a pas une norme, il y a des normes. Il n'y a pas une réalité, il y a des réalités. C'est le message que je souhaite porter ici aujourd'hui. Donc pour vous, les actions, c'est celles que vous menez avec votre agence, donc c'est faire savoir, faire des campagnes promotionnelles. La petite vidéo que vous avez vue, elle a été faite par des étudiants qui sont des futurs communicants. C'est là aussi où le travail se fait. Il faut que chacun puisse s'approprier ce sujet, qui n'arrive pas au bout de la chaîne. Si à l'école, on commence, comme elle l'a dit, les enfants commencent à avoir des copains qui sont différents, parce que c'est vraiment réellement la question de la différence. Ce n'est pas pour moi une question de faiblesse ni de force. Il faut juste voir les choses comme elles sont. Chacun doit trouver sa place dans cette société pour pouvoir faire en sorte qu'on évolue tous ensemble. Voilà. Mais donc, est-ce que vous pensez, que vous disiez, il n'y a pas assez de personnes en situation de handicap qui sont aux manettes, donc j'imagine que vous pensez aux médias, vous avez parlé aussi des chefs d'entreprise, des dirigeants. Est-ce que vous pensez que de même que ça a pu être envisagé pour les femmes, qu'il faudrait mettre en place des politiques de quotas Il y a déjà cette politique de quotas. Et à mon sens, déjà, la question du handicap devrait être une question de bon sens, déjà, avant qu'on arrive aux questions de quotas. Je ne suis pas pour... c'est assez mitigé, mais je ne suis pas trop pour les quotas, parce que si on vient me chercher parce que je suis une personne handicapée pour faire un quota, ça n'a pas de sens. Si on vient me chercher parce que j'ai une valeur ajoutée, là, on commence à parler de quelque chose de plus intéressant. Oui, donc, il faut outiller les personnes handicapées. Il faut qu'elles puissent développer leur talent et qu'elles puissent l'exprimer. Toute la question, elle est là. Elle n'est pas sur le handicap. Le handicap, c'est pour moi un non-sujet. Oui, mais est-ce que vous ne croyez pas que c'est un peu l'œuf et la poule? C'est-à-dire que pour que la personne handicapée puisse faire la preuve de son talent, il faut qu'elle soit en situation de faire la preuve. Pour être en situation de faire la preuve, il faut qu'elle ait été nommée quand même à un certain poste, ou qu'on lui laisse le micro, si on parle de médias télévisuels, par exemple. Et donc, il y a bien un moment où il faut arriver à désamorcer ce cercle vicieux qui fait que les personnes en situation de handicap sont exclues du système. Ça va partir de la formation. Ça part déjà du cercle familial pour moi. Ouais. Quand on a un enfant qui est en situation de handicap, il faut qu'elle sache qu'elle est une personne avant tout, qu'elle a quelque chose à exprimer, elle a sa place à prendre dans la société. Donc c'est la formation des parents et la formation des enseignants. Ensuite, c'est le voisinage, ensuite, c'est l'école, ensuite, c'est la société. L'entreprise arrive vraiment au bout de la chaîne, mais tout ce travail doit se faire en synergie pour que ça marche. Aujourd'hui, ça marche. J'ai envie de dire que ça ne marche pas vraiment, parce que les choses sont posées d'une manière qui ne leur permet pas d'avancer. Il faut repenser un petit peu cette question du handicap, cette question de l'inclusion. Parce que moi, quand je réfléchis, qu'est-ce que ça veut dire l'inclusion? Ça veut dire que je dois faire un certain effort pour me conformer. Ça ne va pas. Il y a un souci à ce niveau-là. Donc il faudrait faire en sorte que chacun, avec sa singularité, avec sa différence, trouve sa place à son rythme. Il faut que les rythmes des uns et des autres puissent converger pour permettre aux choses d'avancer. Nathalie Bois de la Tour, avec les jeunes, donc des équipes amateurs, est-ce qu'il y a des moments où on peut sensibiliser les jeunes joueurs valides et non valides à cette nécessité d'acceptation de la différence? Oui, alors ce que j'ai fait, notamment avant le poste de présidente de la Ligue de foot professionnelle, je dirigeais le fonds de dotation du football français, donc ça s'appelle Fonds d'action du football. Et l'une des premières actions qu'on a entreprises, c'était de sensibiliser tous les jeunes enfants, donc il y en a plus d'1 million qui sont dans des clubs de foot amateurs, chaque semaine à un message d'intérêt général, donc on considérait comme intérêt général, donc autour de ce qu'on appelait le respect de soi, donc autour de la santé, le respect de l'environnement et le respect des autres. Et vous pensez bien que sur le respect des autres, effectivement, c'était ça, c'était de changer le regard, d'expliquer que c'est pas une différence, c'est une caractéristique effectivement que chacun d'entre nous portons. Et que c'est cette acceptation finalement de cette somme de singularité qui va faire une société davantage performante, une équipe performante, etc. Et donc tout ça, ça marche extrêmement bien. Et c'est la petite contribution, je dirais, du football en matière de création d'un monde meilleur. Mais ça sera la somme de ces actions de ce type-là qui vont permettre effectivement de faire changer le regard.
au-delà de ce qu'on peut voir et de ce qui peut être fait à la maison et à l'école. Quand vous parliez tout à l'heure de modèles, là aussi je suis complètement d'accord avec vous. Je pense qu'il faut qu'on ait des modèles qui soient différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Et dans le football, je voulais aussi vous raconter une petite histoire. La semaine dernière, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Philou, donc, qui est connu sur Twitter sous le nom de Philou Sport, qui est atteint de myopathie, donc qui a beaucoup de mal à s'exprimer, qui est en fauteuil roulant, etc. Et Philou devient une star du monde du sport. Il est vraiment une vraie star. Et il est suivi par plus de 150 000 abonnés sur Twitter. Il a des analyses d'une finesse complètement dingue, une culture sportive, je ne parle pas uniquement de foot, incroyable. Et aujourd'hui, cet homme a réussi à faire de son handicap, ou en tout cas de sa différence, une vraie force, parce que quand il vous raconte son histoire, il vous dit qu'effectivement, il n'était pas forcément mobile, donc il était beaucoup il était passionné de sport, donc beaucoup devant la télé, et il a réussi à engranger une connaissance, une culture sportive et également un talent un peu journalistique avec un traitement très particulier qui fait qu'aujourd'hui, il est incontournable dans le monde des réseaux sociaux et qu'il en vit bien. Voilà, ça c'est des beaux exemples. Ok, mais donc je vous repose la question. Effectivement, on voit qu'il y a des tas de talents qui pourraient être beaucoup mieux mis à contribution pour la société, mais il y a des obstacles à leur émergence. Mais donc pour vous, le principal obstacle, donc, ce serait peut-être la prise de conscience de la part de l'ensemble de la jeunesse de la nécessité d'acceptation de la différence. Pour moi, ça commence à l'école. Donc c'est effectivement de ne pas avoir... vous parliez tout à l'heure de ghetto, mais c'est ça, c'est de ne pas avoir des endroits où il y a des personnes en situation de handicap qui sont entre elles. Hein. C'est que l'école et les professeurs doivent adapter à un moment leur enseignement à chacun, et donc d'être moins peut-être sur des démarches généralistes, mais prendre en compte les différences des uns et des autres. Voilà, et que, en tout cas, la mixité en la matière, elle est hyper importante. On parle de mixité homme-femme, de valide, non-valide, etc. Voilà, c'est le regard. J'ai du mal avec cette question parce que je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être lié à mon éducation, à ma sensibilité. C'est pas un sujet, donc j'ai du mal à comprendre que ça puisse en être un. Quand on regarde les résultats, oui, déjà. Oui, j'allais dire que de toute façon, la mixité, elle est essentielle dans la construction de la personne. Le fait de laisser les personnes handicapées entre elles ne leur permet pas réellement de se construire tout pleinement. Moi, je suis tombée malade quand j'avais 4 ans. Et j'ai été à l'école classique, au Cameroun, c'était. Quand je ne pouvais pas marcher, parce qu'à l'époque, je ne pouvais pas marcher, c'est les autres camarades qui m'aidaient à m'amener chez moi. Donc, les choses se font petit à petit, dans un cercle et sans effort. Voilà, ça devient naturel à la fin. D'accord, sans effort. Donc parce que tout à l'heure, Nathalie, quand vous parliez donc, du message que vous aviez transmis aux entraîneurs d'équipes de foot, d'avoir toujours un message un peu humaniste en début de chaque entraînement, vous aviez l'air d'en parler au passé. Est-ce que c'est le cas actuellement? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un peu... Oui, non, j'en parle pas du tout. C'est-à-dire que j'ai lancé ce programme-là, mais ce programme aujourd'hui, il fait plus que vivre. On a commencé à le porter sur ce qu'on appelait des clubs pilotes, donc sur 100 à 200 clubs. Et puis après, ça fait boule de neige. Il y a eu 1000, 2000 clubs, etc. Et puis la fédération a repris l'ensemble de ce programme. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un programme fédéral qui est porté par l'ensemble des écoles de football. Donc je vous dis les 15 000 qui existent et qui est quasi obligatoire pour pouvoir avoir des labels. Donc des classements de clubs de foot. Donc non, c'est quelque chose. Moi, je suis très optimiste si on s'y met tous, de façon à ce que voilà, les choses bougent, les choses changent et que ça devienne naturel. Ok, donc en fait, ce qu'il faudrait maintenant, c'est généraliser ce genre de pratique à l'ensemble des clubs sportifs, quelles que soient les disciplines, puisqu'on peut penser que la plupart des jeunes fréquentent ont une pratique sportive quelle qu'elle soit. Et vous, Bachir Karoumi, donc quels sont pour vous les obstacles les plus importants à lever si vous deviez en citer
un ou deux. Donc, vous avez parlé des disability studies tout à l'heure, en disant peut-être aussi qu'il fallait davantage s'intéresser à cette question. Quel serait pour vous aussi Alors, si on constate que les pays les plus avancés dans ce domaine, c'est les pays qui ont créé de la connaissance, donc de la science, dans ce domaine, à savoir la création de chaires et de laboratoires dans les universités de disability studies. Disability studies, ça veut dire simplement la reconnaissance des personnes en situation de handicap comme des citoyens à part entière dans tous les domaines, juridiques, scientifiques, sociaux, etc. Et donc, ces chaires, par exemple, permettent à tout étudiant dans n'importe quel domaine de faire un doctorat. Vous avez aux États-Unis des étudiants qui font un doctorat en littérature, en disability studies, c'est-à-dire ils vont étudier, par exemple, l'impact de handicap sur la poésie ou sur la littérature du XVIIIe siècle. Mais vous avez d'autres qui font des doctorats en disability studies en mathématiques. Par exemple, concevoir le modèle inclusif de la pédagogie mathématique pour les enfants autistes, et ainsi de suite. Pourquoi je dis ça? Parce que dans une société, dans un pays, si vous ne créez pas de la connaissance, on ne peut pas avancer. Je prends le cas d'entreprises qui ont eu, on va dire la minorité d'entreprises, qui ont le courage d'embaucher des personnes handicapées et, par exemple, donner des postes même de cadre. Mais elles manquent de savoir technique en ergonomie pour aménager les postes. Elles manquent de savoir en sciences de management pour former leurs managers. Elles manquent de savoir dans plein de domaines. Pourquoi? Parce que nos universités et nos grandes écoles ne s'intéressent pas à ce sujet-là. Donc, moi, j'ai dit que si demain, le ministère de l'enseignement supérieur, des grandes écoles, des universités comme la Sorbonne ou Sciences Po aient le courage de créer une telle chaire, ça peut avancer très vite. Et ça, je crois que c'est vraiment un message à faire passer à notre gouvernement. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de ces représentants ici, mais en tout cas, on tâchera de leur faire passer. Et également, quand on a préparé ce débat, vous m'avez dit aussi que ce qui serait très important, et je trouve que c'est un point vraiment intéressant, c'est de développer ce que vous appelez le design universel. C'est-à-dire, c'est au niveau de la conception des équipements, les rendre dès le départ, tous les équipements plus adaptés dès leur conception aux personnes en situation de handicap, quel qu'il soit. Alors, est-ce que vous pouvez aussi un peu expliquer ce que vous entendez par là? Alors, je vais vous donner un exemple que vous connaissez tous. Moi, je suis allé chez la boutique Orange pour acheter un iPhone. Ça aurait pu être une autre marque de boutique. Hein. Non, bien sûr, j'ai dit ça. Non, mais je dis ça parce qu'on n'est pas censé faire la publicité d'Orange. Mais... Oui, mais comment on passe par la télé, c'est pas grave. Donc j'ai acheté un iPhone, mais le même que l'iPhone que tout le monde. Et dans l'iPhone, il y a une fonction... On n'est pas censé faire la publicité d'Apple non plus. Non, mais malheureusement, c'est le seul qui le fait pour l'instant. Samsung ne le fait pas et d'autres ne le font pas. Donc, moi, je fais la publicité pour les entreprises qui ont intégré le concept universel, le design universel, à savoir, quand on construit quelque chose, que ce soit une maison ou un appareil, c'est dès le départ, on intègre l'accessibilité. Ce qui fait que le produit ou la maison, elle est accessible pour tous à la fin. Par contre, si on fabrique une maison ou un produit et à la fin on pense à l'adaptation, c'est qu'on a échoué. Parce que généralement, c'est très très partiellement adapté. Merci. Ça, je crois que c'est vraiment intéressant. Et si parmi vous, donc, il y a des concepteurs de produits ou de services dans la salle, ou des personnes capables de faire passer ce message, je crois que ce sera vraiment d'une grande aide pour tout le monde. Et si je me permets, oui. Je pense qu'on est dans une société où on vit de plus en plus longtemps. Donc, qui dit vivre de plus en plus longtemps dit avoir beaucoup de risques, d'être de plus en plus malade et d'avoir des handicaps. Ouais. Et donc là, ça risque effectivement de faire changer le regard. Parce que ce que vous dites, c'est en vieillissant, on peut avoir des cancers, on peut avoir des accidents de la route, etc., qui nous laissent nous-mêmes handicapés. Et je pense que ce message, il est aussi important, c'est que le handicap, ça ne touche pas que quelques personnes, ça peut toucher n'importe qui. On peut tous être concernés, de près ou de loin, par le handicap. Et
Donc il faut l'intégrer. Et effectivement, cette idée de design universel me semble être excellente. Oui, je trouve que c'est une très très bonne idée. Bon, écoutez, on attendait une vidéo d'Étienne Klein, mais qui n'est pas arrivée. Donc, je vous propose maintenant de vous passer, de vous donner la parole. Si vous aviez envie de poser des questions à nos intervenants, surtout n'hésitez pas. Donc, il y a des micros qui vont être passés dans la salle. Là, il y a une personne éventuellement si vous voulez vous présenter, mais c'est pas obligatoire. Oui, bonjour, Sophie Badreau. Alors, on parlait tout à l'heure du fait que les personnes handicapées doivent prendre la parole. J'aimerais savoir qui ici n'est que handicapé et que au chômage, à part moi. Et apparemment, vous êtes tous représentants de structures ou journalistes ou ce genre de choses. Donc là, je me sens un peu seule. C'est la première remarque que je voulais faire. Vous savez, parfois, il y a des gens qui le sont, mais qui n'osent pas le dire. Donc, ah oui, ça c'est possible, effectivement. Il ne faut pas tirer des généralités actives. Effectivement, mais j'aurais bien voulu savoir quand même. La deuxième chose, donc vous dites que ça doit se faire dès le plus jeune âge, je suis d'accord. Est-ce que vous êtes au courant de la pénurie d'auxiliaires de vie scolaire? Ça, c'est une première chose. Ensuite, les auxiliaires de vie scolaire ne sont pas obligatoires en université. Donc là, c'est au bon vouloir des universités d'en fournir une ou pas. Mais en tout cas, il n'y a pas de loi. Monsieur parlait de l'accessibilité dès la conception. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les normes dans la construction vont s'assouplir parce qu'il paraît que ça empêche de construire suffisamment de logements. Et donc, il y aura de moins en moins de normes contraignantes pour l'accessibilité. Vous êtes sûr de ça? Je sais pas, il y a des personnes au courant de ce sujet dans la salle, parce que moi j'entends plutôt dire que les normes vont en se durcissant. Alors j'ai les Oui, donc je peux vous dire. En gros, en fait, Jacques Chirac, quand il a fait voter la loi 2005, il a donné 10 ans à toutes les structures publiques pour se mettre aux normes. Malheureusement, au bout de 10 ans, il y a très très peu de progrès. Et du coup, François Hollande a fait une dérogation. Et du coup, on continue à amoindrir ce problème-là. Donc c'est bien ce que j'avais cru comprendre. Vous êtes d'accord. Oui, en fait, c'est pas que les normes deviennent plus souples, mais c'est qu'il n'y a pas d'application des normes, si je comprends bien. Ouais. Et elles deviennent plus souples aussi. Oui. Enfin, j'ai les références d'un article quelque part qui était sur handicap.fr ou sur Fairface, je ne sais plus, mais enfin ça se retrouve assez facilement. Ensuite, j'avais plein d'autres questions, mais peu importe. Je voulais savoir, le thème qui ressort le plus dans votre discours à tous, c'est qu'il faut changer le regard sur le handicap. Et moi, j'aimerais bien savoir comment vous allez faire pour changer le regard sur les handicaps invisibles, dont personne ne parle jamais, et sur le handicap psychique également, qui ne se voit pas nécessairement du premier coup. Merci. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite répondre? Oui, déjà quand vous dites j'aimerais savoir ce que vous allez faire pour changer les choses, il faut arrêter de poser les questions dans ce sens. C'est ce que nous allons faire. Chacun a une pierre à apporter à cet édifice-là. C'est au quotidien comment je fais pour, déjà moi, comment je me regarde, qu'est-ce que je renvoie à l'autre et comment l'autre se saisit de ce que je lui renvoie. C'est tous ensemble que nous allons faire ce travail. Ce n'est pas un travail des associations ou des entreprises, c'est tout le monde. Et la deuxième chose, c'est sur les handicaps invisibles. Oui, c'est une question qui est assez délicate parce que déjà les symboles du handicap, c'est une personne en fauteuil roulant, c'est la canne. C'est des choses qui sont très faciles à traiter. Dans les entreprises aujourd'hui que j'accompagne sur différents sujets, il y a la question du trouble psychique qu'on a lancé avec un de mes clients. Et c'est une question qui va avancer petit à petit. C'est une question, oui, extrêmement compliquée. Parce que le handicap, la plus grande chose qu'il faut comprendre sur ces sujets-là, c'est la peur. C'est la peur de gérer les choses. Quand on est démuni, qu'on ne sait pas comment faire, on est tétanisé. Donc le premier travail, il est à ce niveau-là. C'est de faire éclater toutes les peurs et de dire que dans toutes les problématiques qu'on peut imaginer, on va faire ce qu'on peut faire. Il n'y a pas de mauvaise façon de faire. On va essayer de trouver des solutions ensemble. Donc, petit à petit, on va arriver sur ces questions du handicap invisible, mais soyons patients et mettons-nous tous au travail. Voilà. Bachir, vous auriez envie de dire quelque chose? Oui, moi, pour répondre à Madame, pour moi, en fait, le retard en France, premier responsable, c'est le peuple français. Ce n'est pas l'État ou les autorités. Les autorités, pour moi, c'est secondaire. Je vous donne un exemple. On a des élections régulièrement.
les candidats, les partis proposent des programmes. Ils parlent très très peu des personnes handicapées, ils parlent très peu de l'inclusion. Et les gens, ils n'exigent pas. Alors que il y a des gens, ils vont dans les meetings. On devrait exiger ce sujet dans les débats et faire le choix en fonction des propositions. Or, il y a des gens, par exemple, qui sont antidémocratiques, qui disent « Ah non, le handicap, il faut un consensus, ni de droite, ni de gauche ». Ben, c'est antidémocratique. Moi, je préfère qu'il y ait des candidats et des partis qui me proposent des solutions de gauche, de droite, du centre et d'ailleurs. Et après, c'est moi qui choisis quelle est la société que je veux en fonction de ces propositions politiques. En fait, les propositions politiques, c'est un choix de société. Est-ce qu'on veut faire des établissements spécialisés ou est-ce qu'on veut inclure dans l'école ordinaire, etc., etc. Merci. Merci de ces réponses. Il y avait une autre personne qui avait levé le doigt. Oui. Vous avez un micro ? Bonjour, mon nom est Delphine Armel. Je suis chargée de mission pour la diversité au ministère de la Culture et je suis également secrétaire au sein du bureau de l'association Retour d'Images, Cinéma et Handicap. En fait, j'ai un aveu à vous faire et une question. En fait, si j'ai, comme la plupart d'entre nous, apprécié ce film, cette vidéo qui présente l'évolution professionnelle comme la clé et un formidable levier pour ce changement de regard auquel nous aspirons tous, je vous avoue que j'ai été un petit peu gênée. Ah oui, parce qu'en fait, il faut que je vous fasse un autre aveu, c'est que je suis non-voyante. Donc ma question est la suivante, quid de l'audiodescription? Voilà. Merci d'y penser pour une prochaine fois. Alors, en réponse à cela, je dois dire que l'agence EH-Lab porte des projets. Ces projets ne sont pas des commandes, c'est des projets qui sont faits avec des moyens de bord, je dois dire. La petite vidéo qui est faite là, c'est des étudiants de l'ISCA qui ont réalisé cette vidéo. Déjà, on leur a donné un brief, on leur a demandé d'apporter une contribution pour faire évoluer les choses dans ce sens-là. Donc, vous pourrez être un peu indulgent vis-à-vis d'eux, mais on y pense bien sûr et quand les moyens nous le permettent, on met en accessibilité tous nos supports. Merci. Bonjour, je voulais réagir. Je suis Riyad Salem, Coucou, je suis là sur votre droite, dans le fond, voilà, dans l'ombre. Donc, Riyad Salem, je voulais réagir parce que Madame a parlé tout à l'heure de handicap invisible, d'accessibilité. Et c'est très bien parce que vous soulevez une vraie problématique. En fait, ça ne s'est pas assoupli la réglementation. C'est que la France n'a pas été dans le bon timing. C'est-à-dire que quand il y a eu cette loi en 2005 que M. Chirac a proposée, il y avait des sous, il y avait des budgets énormes, en milliards. Et les infrastructures, les structures, n'ont pas été chercher cet argent en se disant on avait le temps. Et entre-temps, la crise est passée. Et donc, l'argent, il n'y en avait plus. Donc, c'est aussi le fait qu'on a toujours ce côté un peu à la française où on va se dire oh, bon, on a le temps, 10 ans, c'est long. Mais on oublie qu'en 10 ans, il peut se passer plein de choses. Et là où on peut aussi reprocher au monde associatif et au monde du handicap, c'est au lieu de se dire on va mettre une armée d'avocats et on va attendre 10 ans pour attaquer, pour avoir des sous, on aurait peut-être dû accompagner tout le monde. Et parce que, évidemment, quand il y a une loi, s'il n'y a pas de pédagogie, s'il n'y a pas d'information, s'il n'y a pas de communication derrière, s'il n'y a pas d'accompagnement, parce que cette loi, en réalité, elle n'est pas souple du tout. Vous avez plein de petits commerces qui sont en train de crever parce qu'on leur impose, on les étrangle. Vous avez des sociétés brigands, gangsters qui les appellent et qui leur disent « si vous ne mettez pas aux normes, vous allez payer telle et telle chose ». Et je trouve ça désolant qu'on mette tout le monde dans le même sac. Un petit boulanger, s'il doit mettre 70 000 € pour aménager sa boulangerie, je vous assure qu'il va détester les personnes handicapées, alors que ce n'est pas le cas. Et alors qu'on a des grandes boîtes qui, parce qu'une aile de l'immeuble ne peut pas être accessible, vont avoir une dérogation sur tout l'immeuble. Et c'est la loi aussi qui est un peu bizarre. Donc non, ça ne s'est pas assoupli. Et il y a énormément d'accessibilité qui s'est mis dans beaucoup de villes. On a les transports en commun qui ont évolué. Tous les services publics qui réaménagent leur site sont accessibles. Donc il faut aussi dire les choses. Et sur le handicap invisible, vous observerez qu'avec cette loi de 2005, il y a eu aussi quelque chose d'assez particulier. C'est qu'avant, quand vous aviez un handicap assez lourd, vous valiez peut-être 2 ou 3 collaborateurs. Aujourd'hui,
les collaborateurs handicapés, lourdement handicapés, on les voit quasiment plus dans les entreprises. Et on voit ce qu'on ne voit pas, les handicaps invisibles, parce que les entreprises vont aller chercher leurs collaborateurs pour qu'ils se déclarent avec leurs problèmes de santé, leurs problèmes de dos. Donc on a de plus en plus de personnes handicapées qui sont embauchées ou qui sont réintégrées dans l'entreprise avec des handicaps invisibles. Il y a énormément de campagnes sur le handicap invisible, donc je suis surpris que les gens ne s'aperçoivent pas de cette campagne. Et je pense qu'aujourd'hui, les handicaps très lourds, il ne faut pas mettre en opposition les handicaps visibles et les handicaps invisibles. On est tous dans le même bateau. Et je suis complètement d'accord avec les personnes qui sont à la table. On est tous concernés, on est tous responsables et on a tous notre part de responsabilité. Et donc c'est vraiment important qu'on puisse avancer sur ce domaine-là. Et après, vous disiez tout à l'heure, j'aimerais savoir quels sont les handicapés. Je trouve que c'était un petit peu maladroit parce que chacun est... Oui, moi je suis dans des structures, mais je suis là juste au titre de... Et puis vous avez vu, la salle est un peu petite, quoi, donc les personnes ont été invitées. Donc, mais je pense que si ça avait été ouvert au grand public, il y aurait peut-être plus de personnes handicapées. Mais voilà, je pense que c'est important aussi de voir qu'il y a une énorme évolution. Aujourd'hui, il y a plus de 80 et quelques % d'entreprises qui embauchent des collaborateurs handicapés, alors qu'il y a 10 ans, c'était à peine 5%. Donc il y a aussi, il faut saluer quand il y a des efforts qui sont faits, parce qu'au final, ceux qui font des efforts vont se dire, mais à quoi ça a servi que je fasse des efforts? Puisque ceux qui n'en font pas, on ne les embête pas, et nous qui en faisons, eh ben, on nous tape dessus encore parce que ce n'est pas assez. Donc il faut aussi applaudir, encourager, mettre en lumière ceux qui font des efforts sur cette thématique. Et je pense que si on reste dans cette logique de pouvoir accompagner, quand il y a des lois, et j'espère que cette loi aussi sur l'accessibilité va évoluer parce qu'elle est un peu trop draconienne pour des petites structures, et que pour les grandes entreprises, elles ne pourront plus avoir ce choix de se dire « Ah bah tiens, je vais demander à mon avocat ou machin pour ne pas rendre accessible mon lieu », là, il y a des vrais combats. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on se batte tous ensemble. Merci beaucoup. Si vous pouviez passer le micro, là, il y a une personne qui a... Il y a une personne ici, ouais. Oui. Bonjour, merci d'avoir organisé cette matinée intéressante. Il y a plusieurs débats dans cette assemblée. Celui qui me préoccupe le plus, c'est celui sur l'évolution de la réglementation actuelle et les éléments qui y sont apportés aujourd'hui. Si on peut considérer qu'il y a eu quelques grandes lois en France, dont celle de 1975 qui était initiée par M. Chirac en tant que Premier ministre, celle de 87 qui a créé la GFIP et l'emploi des personnes handicapées qui a été réformée, celle de 2005 qui a été une forte évolution, toujours liée au président de la République Chirac. Il y a depuis eu une ordonnance de 2014 et il y a en ce moment plusieurs réformes en cours, très nombreuses. Alors, je pourrais nuancer en disant l'ordonnance de 2014 a assoupli la loi de 2005. Je pourrais compléter en disant on va dans le bon sens pour les petits commerces parce qu'on est en train d'assouplir ce qui s'appelle l'ADAP pour les 5e catégories de petites surfaces, c'est-à-dire l'agenda programmé d'accessibilité, c'est-à-dire l'obligation de se mettre aux normes. Il n'y aura plus dans les petits établissements recevant du public, comme sont les boutiques, une seule catégorie, une seule obligation, mais selon le type de surface et de commerce, une obligation comme actuellement ou une obligation allégée, et en particulier pour les moins de 50 mètres carrés. En ce qui concerne les évolutions d'assouplissement ou pas des normes d'accessibilité, je ferai observer qu'en ce moment, je vous invite à lire quand il sera paru ce qui est le projet actuel et qui paraîtra de la loi Elan sur le logement. Et en particulier d'aller regarder ce qui s'appelle actuellement le logement évolutif. Je ne prends pas part, je vous invite à vous informer. C'est-à-dire qu'il faut s'en inquiéter ou c'est plutôt des bonnes mesures qui vont être prises? Soyez un peu plus précis. La préconisation voulue par le gouvernement actuel est
dans un souci de modularité des logements pour tous, dans une conception universelle d'accessibilité, mais avec une arrière-pensée à la demande de gros promoteurs internationaux auprès du Premier ministre et du gouvernement, de baisser les coûts, de faire que les logements soient en gros constitués de murs porteurs comprenant tous les fluides et de canalisations autres, et que les cloisons deviennent amovibles. Bachir, vous voulez... Je voulais juste dire un mot. Le thème aujourd'hui, c'est l'emploi et l'inclusion dans l'entreprise. Si on dérive de ça, on va perdre notre temps. Donc j'aimerais bien qu'on reste sur le thème de l'emploi. Merci beaucoup, Bachir. J'aurais dû le faire plus tôt. Effectivement, on peut aussi rester sur le thème de l'emploi. Voilà, on va passer le micro à... Oui, moi je voulais poser une question à propos de ce fameux et odieux handicap invisible. Voilà. D'abord, comment on explique aux gens dans l'emploi, quand on est dans l'emploi, qu'on est un handicapé invisible? En quoi ça se voit, en quoi ça se voit pas? En quoi c'est gênant, en quoi ça ne l'est pas? Comment est-ce qu'on fait pour faire adapter son poste éventuellement? Et comment on fait pour le vivre au quotidien? Et ça, c'est très compliqué. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Madame Boldatour, vous auriez une réponse à cette question, peut-être en tant que présidente de la Ligue. Comment on fait pour permettre aux personnes, effectivement, de parler de leur handicap invisible et de les faire accepter? Je pense qu'il faut déjà qu'ils aient envie d'en parler. Que la vraie difficulté, c'est que souvent le handicap invisible est perçu et mal intériorisé, même par les personnes qui en sont touchées, et ne le déclarent pas forcément. Donc au niveau, en tout cas, et là c'est même pas ma casquette de présidente de la Ligue de football professionnel, c'est plus mon antériorité en tant que chef d'entreprise à différents niveaux, c'est que j'ai rarement été confrontée à des personnes qui vous disent je suis schizophrénique ou je suis atteint de dépression chronique, etc. Je ne l'ai jamais vu. J'ai fait beaucoup d'entretiens. Personne ne me l'a jamais dit. J'ai souvent après coup, parce que je sentais des choses ou j'avais cette sensibilité-là, en tout cas. Donc, et en emmenant au niveau du dialogue. Donc, lorsque je l'ai appris, je pense à un cas qui est survenu il y a 3 ans, donc qui est assez récent. Bien entendu que j'en ai pris compte, bien entendu que j'ai adapté, fait en sorte d'adapter les horaires, la charge de travail à l'état de la personne, mais il a fallu aller la chercher. Et là, vous savez, c'est compliqué même en tant que chef d'entreprise, en tant que manager, c'est que vous vous dites où est la limite? Est-ce que c'est vraiment à moi de faire cette démarche ou pas? Est-ce que je ne vais pas le mettre en porte-à-faux? Est-ce que la relation de confiance que j'ai réussi à installer avec cette personne est suffisante pour me permettre d'apporter des réponses? Donc là, vous voyez, c'est compliqué parce que vous n'êtes pas psy, vous n'êtes pas docteur, donc votre question, elle est compliquée, mais c'est vraiment une démarche de part et d'autre. Je pense que c'est à la fois de la personne malade. Oui, non, là je pensais, effectivement, je ne vous parle pas de psy en tant que tel, c'est parce que le cas auquel je pensais était celui-ci. Donc voilà. Non, mais parce que finalement, la difficulté, c'est que souvent, ce handicap n'est pas forcément énoncé et l'encadrement n'en a pas forcément connaissance. Voilà. Déjà rapidement, je crois, toute la question, c'est à savoir est-ce qu'on peut dire ou pas dire qu'on souffre d'un handicap, et certainement, ça dépend beaucoup de la personne que vous avez en face de vous, c'est-à-dire est-ce qu'elle va être bienveillante ou est-ce qu'elle ne va pas l'être, et tout ça, il faut savoir le mesurer. Donc, j'allais dire que c'est une question extrêmement personnelle, puisque la personne, elle peut même déclarer son handicap sans vouloir en parler. Donc, elle a besoin aussi, quand vous dites qu'elle ne le dit pas forcément, elle a besoin d'être rassurée. Que le fait de se dévoiler ne va pas être un frein à son avancement dans la société. Donc l'entreprise a tout à faire, à mettre un cadre rassurant pour que la personne sache qu'avec sa différence, elle peut continuer de travailler là et continuer d'être performante, tout simplement. Voilà, à partir du moment où ce cadre est posé, je pense que la personne peut lâcher prise un peu. Et puis, il faut sensibiliser la communauté de travail. C'est ces personnes qui ont besoin de savoir quelles sont les limites de la personne pour pouvoir travailler en équipe. Mais là où vous avez raison, c'est que
les managers ne sont pas formés à ça. Absolument pas. Et le handicap est encore perçu, fait peur, parce qu'on ne le connaît pas, et donc est perçu comme une faiblesse. Et dans un monde d'entreprise où il faut être performant et sans cesse performant, et où la performance a une norme très bien définie, c'est compliqué. Mais là, c'est effectivement à nous tous ensemble de le dévoiler, de l'accepter, d'en parler, d'échanger, et de montrer que ça peut toucher tout le monde. Ça peut toucher tout le monde. C'est ça. Et donc là, on en revient un peu aux questions de formation. Je lisais récemment qu'il y a une école de commerce, honnêtement je ne sais plus laquelle, qui propose des cours de management pour mieux justement inclure les personnes en situation de handicap, pour mieux pour les inciter à inclure donc une diversité de profils dans leurs équipes, et j'ai trouvé ça intéressant. Et je crois que c'était un des messages que devait délivrer Étienne Klein, donc, qui n'est pas là aujourd'hui, mais c'était de dire, au lieu encore une fois, de se concentrer sur le handicap de la personne, se concentrer sur ses forces, et c'est grâce à ça, bien sûr, qu'on peut être plus inclusif et sans doute permettre aussi aux personnes de parler quand elles n'osent pas le faire. Si je peux apporter ma pierre à l'édifice, Bernard Salengro de la CFE-CGC, je suis médecin du travail. Et dans ce genre de situation, vous avez un intermédiaire qui est là pour aider. C'est le médecin du travail. Il entend la personne handicapée, il connaît son handicap pour le peu que la relation de confiance se soit établie, il est tenu au secret médical. Et il ne dévoile que la personne si elle en a besoin, si elle est d'accord. Et à ce moment-là, il l'aide à, à éviter certains mots qui font peur et à dire et à faire accepter le handicap et les aménagements nécessaires. On n'est pas obligé de sortir des étendards comme schizophrène ou paranoïaque ou pervers, etc. Encore que ça fait des bombes DRH quelquefois, mais bon. Mais par contre, on peut très bien dire, avec l'accord de la personne, en ayant bien parlé, que il faudrait aménager les horaires, il faudrait éviter les situations de conflit comme la confrontation client, ou éviter des postes comme le contentieux à des gens qui supportent mal l'agressivité, etc., etc. On n'est pas obligé de sortir le diagnostic médical. Mais encore une fois, vous avez une personne qui est là, qui est formée qui a la capacité de faire la différence entre une réaction et une pathologie, et qui est tenue au secret médical. Et tant qu'elle existe encore, que le gouvernement ne la fait pas sauter, servez-vous-en. Mais là, si je peux me permettre, ce qui se passe, c'est que le monde de l'entreprise, en tout cas tel que je l'ai connu, c'est un monde qui est violent. Il ne faut pas se voiler la face. C'est un monde qui est violent. Et vous allez dire le nombre de managers qui sont capables d'entendre de la part du médecin du travail, attention, vous avez embauché un commercial, mais il ne faut pas trop le confronter à des personnes, à des clients. Il ne peut pas le comprendre. Donc c'est là où la formation effectivement de nos managers et le regard également de l'entreprise et les modifications peut-être des modes de management sont extrêmement importants. On a besoin de plus de bienveillance. On a besoin de comprendre que la richesse se fait dans la différence, que chacun d'entre nous a effectivement un talent. Donc nous, on a lancé une campagne au niveau de la Ligue qui s'appelle « Révélons nos talents ». Ça veut dire ce que ça veut dire, hein, on y croit. Mais on doit être formé, on doit former nos managers aussi à plus de bienveillance. Parce que là, vous parlez, effectivement, on parle du handicap, etc. Mais je vois énormément de femmes. Je ne suis pas féministe en tant que telle, ou pure et dure. Mais même le fait d'être une femme est souvent aussi compliqué dans une entreprise qui est la recherche de performance économique. Donc c'est vraiment plus global que ça. C'est acceptons que chacun soit différent, que chacun ait sa pierre et puisse apporter sa pierre à l'édifice, et changeons les schémas de pensée, les schémas de pensée managériaux qui sont malheureusement peut-être trop normés à l'heure actuelle. Mais je vous dis, hein, je suis très positive parce que je trouve que la nouvelle génération apporte beaucoup, et que depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, les entreprises sont de plus en plus ouvertes, en tout cas, à une vision différente des choses. On a une doxa dans les écoles de commerce et de management qui est impressionnante sur faut repérer que les meilleurs, faut sélectionner, faut individualiser. Alors que, et je reprends ce que disait M. Kéroumi tout à l'heure, toute mon expérience a montré que lorsqu'on aide une personne handicapée, c'est tout l'ensemble de la population qui est aidée et qui s'y trouve mieux. Que ça soit physiquement ou sensoriellement ou psychiquement, etc. Et là, je veux dire, c'est l'entreprise qui est plus gagnante. C'est un management beaucoup plus humain.
Merci à beaucoup. fait. Il y a une main qui s'est levée, une autre ici. Donc, je vais passer un micro là en haut et puis ensuite un micro sur le côté gauche. Et puis après, Excusez-moi. Oui, merci Arnaud de Broca de la FNAT, qui est une association qui représente les personnes accidentées de la vie. Moi, j'ai trouvé tout ça très intéressant. Je ne parlerai pas de l'accessibilité, même si j'ai beaucoup de choses à en dire. Sur la question d'emploi, on a beaucoup parlé de beaucoup de sujets, et notamment de l'évolution professionnelle, et c'est très bien. Moi, j'ai adoré le film, même s'il n'est pas complètement accessible, mais je l'ai trouvé très, très bien. Et c'est un sujet dont on parle finalement assez peu. Moi, le sujet qui me tient à cœur, entre guillemets, c'est la question du maintien en emploi. Et je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit, et je trouve ça des messages extraordinaires sur les faiblesses, les forces, les différences, etc. Moi, ma problématique, c'est par exemple l'ouvrier du bâtiment qui a 52 ans et qui est perclus de TMS et qui va être licencié pour inaptitude. Ça va être compliqué quand même pour lui de dire qu'il a des tas de forces que sa différence va lui permettre de faire des tas de choses. Donc comment on peut appréhender finalement collectivement, parce que je suis d'accord que c'est pas que au gouvernement, que aux associations, que c'est à tout le monde de peut-être s'impliquer sur ce sujet-là. Et comment sur la question du maintien en emploi, finalement, on peut collectivement, alors peut-être faire des campagnes de communication, je ne sais pas si c'est prévu par l'agence, mais aborder ce sujet-là, qui est quand même la réalité, qui est une grande part de la réalité des travailleurs handicapés qui vont devenir handicapés et pour lequel à plus de 50 ans, alors en plus avec la situation de l'emploi des plus de 50 ans, se pose quand même beaucoup de difficultés. Ok, merci, je crois qu'on a compris. Monsieur Keroumi, vous voulez... Alors, c'est une très très bonne question parce que c'est une question fondamentale. En fait, dans les pays, moi j'ai fait pas mal d'études et d'enquêtes au niveau international, dans les pays où les ouvriers, par exemple, du bâtiment, après un accident, un handicap, on va les reclasser facilement. C'est dans les pays où la formation continue est très développée. C'est-à-dire, lors de leur parcours de maçon, ils ont régulièrement de la formation continue sur la langue, sur différentes matières, la culture, en fonction de leur envie d'évolution, etc. Et quand la formation est continue très, très élevée, si je prends par exemple le cas en Allemagne ou au Japon, un ouvrier a dans sa carrière entre 8 et 14 formations continues. Donc, à partir de là, s'il arrive à un malheur et que la personne elle a besoin d'être reclassée, elle n'aura pas beaucoup de problèmes. Mais vous avez raison, en France, l'ouvrier, le manœuvre maçon, souvent, il est plus ou moins analphabète. Et donc, après, à 50 ans, pour le reclasser, c'est très difficile. Il n'y a même pas de structure pour pouvoir le reformer, etc. Donc, c'est vraiment une question fondamentale. Si je peux dire juste un mot, parce qu'il se trouve que je travaille aussi sur un autre projet avec Pôle emploi, donc sur l'émergence des compétences. Et apparemment, la tendance actuelle, comme les métiers sont en évolution rapide et les besoins également en évolution rapide, il y a vraiment des messages qui sont envoyés actuellement pour arriver à mieux déceler les compétences des gens, quel que soit leur diplôme et quelle que soit leur formation initiale. Donc, je ne sais pas exactement jusqu'où ça va aller, mais ça peut laisser penser que dans les années à venir, il sera possible donc de mieux exploiter les propres compétences d'un individu, quelles qu'elles soient, même si elles sont assez éloignées de son métier d'origine. Et donc ça pourra permettre des changements de parcours, des revirements, quelles que soient les raisons qui les motivent. Alors je vais encore passer le micro là à une personne, et puis ça va peut-être être la dernière intervention. Et après, nous allons... Oui, bonjour, c'est Emmanuel Helleux, et je vais peut-être avoir un témoignage qui va bousculer un peu les choses. Je suis RH. Et j'ai eu la chance de prendre le poste d'une petite société en croissance dans le digital. Et j'ai donc voulu amener le handicap dans l'entreprise qui était complètement absent. Et en fait, ça a été un vrai parcours du combattant. J'ai eu un mal de chien à trouver, même avec un Cap Emploi qui se démenait, avec beaucoup de personnes qui ont essayé de m'aider.
Je ne demandais pas des profils hors normes, c'était du genre Bac+2, si possible qui parle anglais. Alors c'était sur des postes d'assistanat ou de développeurs. C'est vrai que c'était aussi en province. Mais vraiment, en tant qu'employeur, on a beaucoup de mal, et je pense que ça fait écho aussi à la personne qui vient juste de parler, qui parlait de ces maçons qui sont abîmés et qui ne sont pas reconvertis. Je crois que pour l'entreprise, ce n'est pas simple. Alors, on y est arrivé, hein, mais j'ai fait de la formation interne, j'ai fait venir la GFIP au sein de l'entreprise pour faire des mini-conférences. Mais vraiment, il faut aussi prendre en compte que c'est difficile pour l'employeur de trouver le bon profil. Alors, certes, on est dans le digital, mais je crois qu'il y a vraiment un sujet. Et je suis un peu étonnée que qu'il n'y ait pas eu plus d'écho sur ce point-là. Alors, est-ce que je suis la seule dans le cas, ou alors je m'y prends mal, mais voilà, je voulais juste apporter ce point. Problème d'adéquation entre l'offre d'emploi et la demande d'emploi. Ou alors, il n'y a pas le bon tuyau qui nous mette en relation. Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre rapidement. Alors, il y a deux choses. Vous avez raison dans le sens où l'accès à la formation pour les personnes handicapées en France est difficile. Donc, on a les études disent en gros 70 à 80% de personnes handicapées ont un niveau faible. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, dans une entreprise, quand on recrute, il ne faut jamais, par exemple, fixer sur un seul poste. Parce que la population handicapée n'est pas une majorité, c'est une minorité. Donc, il faut mettre en exergue 3, 4, 5 types de postes. Et à partir de là, on peut multiplier en fait les candidatures. Bon, encore monsieur, je crois qu'il... Et puis après, on va vraiment arrêter. Je voulais compléter la réponse faite à cette personne. Je pense il y a quand même aujourd'hui beaucoup de personnes en situation de handicap qui sont formées. Moi, je suis toujours épatée d'entendre des entreprises qui disent « je ne trouve pas ». Je pense qu'il faut aller les chercher ailleurs que dans les Cap Emploi. Parce que les personnes qui sont aujourd'hui formées, elles ne vont pas être dans les Cap Emploi. Donc, il faut aller les chasser. Aujourd'hui, oui, il y a des chasseurs de tête, de personnes avec des hauts niveaux. Donc, essayez de chercher sur Internet, sur LinkedIn, sur Indeed, vous allez poster des annonces, vous allez trouver des personnes. Donc, et puis, vous pouvez aussi aider les jeunes à se former, parce que c'est là aussi où l'entreprise a quelque chose à jouer, c'est de mettre de l'argent pour permettre à ces profils de se former et ensuite de les recruter. Voilà. Merci beaucoup, Deza. Bon, encore une question et après, vraiment, on arrêtera le débat. Allez-y, Je monsieur. vous remercie. Olivier Deveau, je suis là comme père concerné par l'autisme, mais aussi comme ancien DRH. Je crois, mais finalement, je vais intervenir un peu en synthèse, mais vous ferez la synthèse, évidemment, mais on a beaucoup ouvert le débat en disant qu'il fallait sortir de la compassion, parce que la compassion ne mène nulle part, et qu'il fallait travailler sur la valeur des personnes. Enfin, je crois que c'est vraiment fondateur, c'est très important. Mais c'est vrai, l'entreprise, de toute façon, elle ne cherche que la valeur. Donc c'est vraiment un axe pour avancer. Et on l'a très bien dit, et je rebondis, c'est un hasard, mais sur la dernière intervention, c'est le sujet de la compétence. Et donc travailler pour identifier les compétences. Et c'est vrai qu'en France, formation professionnelle, enfin, beaucoup de choses ont été dites, on n'est pas bon là-dedans. Alors il y a des efforts, ça avance. Ce qui me frappe aussi, c'est qu'il y a un terme qui n'a pas du tout été utilisé aujourd'hui, c'est la RSE. Alors la RSE, c'est un petit peu ce qu'on veut en faire. Mais ça veut dire quand même tout ce qui joue aujourd'hui dans les entreprises autour de la RSE, parce qu'il y a aussi des obligations légales, il y a aussi un certain nombre d'engagements, c'est qu'il y a une mise en réseau des entreprises par les syndicats professionnels, par les branches professionnelles, par un certain nombre d'acteurs, en écho après avec Pôle emploi, etc., pour avancer sur ces sujets. Parce que finalement, notre sujet aujourd'hui, c'est comment avancer, comment mettre en contact, et c'était votre dernier point. Il y a là un axe, sans doute, et je ne serai pas trop long, il faut que la recherche sur l'identification des compétences des personnes handicapées, et je pense en particulier moi, au handicap mental, on a beaucoup parlé du handicap physique et je crois qu'il sait se prendre en charge d'une certaine façon, mais le handicap mental est plus complexe. Pourtant, aujourd'hui, par exemple, autour de l'autisme, on parle beaucoup de compétences émergentes. Et bien là, c'est un axe de recherche. Donc il y a une question universitaire, vous l'aviez évoqué, Monsieur Kéroumi, et c'est important, qui peut être portée par des fondations, qui peut être portée par des branches professionnelles. Donc un axe de recherche
pour apporter de la valeur aux entreprises, parce que c'est bien des compétences aujourd'hui ignorées, mais existantes, qu'il faut qu'on sache faire sortir. Et quand on aura montré que c'est bien cette valeur-là et qu'elle apporte à l'entreprise, alors on avancera, et peut-être même assez vite. Merci beaucoup. Je crois qu'effectivement, votre question, qui n'en était pas une, était en revanche une très bonne synthèse des interventions de cette matinée. Donc je vous en remercie. Je vous remercie tous d'être venus participer à ce débat. J'espère qu'il vous aura apporté quelques réponses aux questions que vous vous posiez avant d'arriver dans cette salle. Merci beaucoup. Il y a pour la table.